Alors, je vais souhaiter la bienvenue à tout le monde. Et 1 h 01. Alors, cet après-midi, on a une session sur les bad cops, les bons cops. Donc, les insectes, surtout, on va dire utiles, avec quelques petites mentions des insectes nuisibles que vous connaissez plus, j'en suis certain. Mais ça va se faire en 2 temps. Donc, Jacques Lanier va commencer avec les acariens. Et puis, moi, je poursuis avec les insectes. Donc, avant de commencer, par contre, je fais mon petit rappel habituel. Et il va y avoir une période de questions à la fin. Puis, ils pourront être faites soit en levant la main. À ce moment-là, si vous levez la main, vous voyez une petite main là, que vous réussissez à trouver où. Vous appuyez sur cette petite main-là. Moi, je vais savoir que vous voulez poser une question. Je pourrai vous donner accès à votre micro. Quand je vous appellerai par votre nom, vous pourrez ouvrir votre micro et poser votre question. L'autre façon de poser des questions, c'est par écrit dans l'onglet que vous voyez probablement dans votre panneau de configuration à droite de votre écran. Là, il y a un onglet, je crois que c'est chat ou questions, c'est un des deux. Puis, vous posez votre question à cet endroit-là. Moi, je vais pouvoir les lire au conférencier, puis il va pouvoir y répondre. Alors, autre question qu'on me pose souvent, est-ce que les webinaires sont enregistrés? Oui, ils sont enregistrés, mais ils ne sont pas nécessairement diffusés. Ils sont diffusés sur autorisation du conférencier. Mais soyez certains qu'on va vous envoyer toutes les informations dès que ça va être disponible. Moi, je ne vais pas activer ma caméra, je m'excuse. Alors, sans plus tarder, je vous présente Jacques Lanier, qui est directeur Collab, et puis qui est impliqué dans un de nos projets actuels, dans les vitrines de régie à moindre risque dans la pomme. Alors, Jacques, qui est la personne qui est qu'on a contacté parce que c'est un expert en matière d'acariens prédateurs. Donc, c'était pour la même raison qu'on l'a invité cet après-midi à vous parler des 10 acariens prédateurs. Sans plus tarder, Jacques, je te laisse la parole. Merci, Gérald. Bienvenue à tous. Donc, on a les bad cops et les bons cops. Je vais faire un retour assez rapide là, sur les acariens phytophages. Je pense que vous connaissez tous, là, mais je pense que ça vaut la peine de refaire un petit retour. Donc, il y a l'Ériophyte du pommier, qui fait partie des 3 principaux ravageurs, là, acariens ravageurs dans les vergers. Très difficile à voir, même à la loupe. Là, les dépisteurs, souvent, vont, avec le soleil, vont jouer un petit peu sur le reflet, peuvent les voir, mais les quantités sont très difficiles à évaluer. Là. Ils mesurent entre 0,16 mm et 0,18 mm, donc c'est extrêmement petit. Donc, il y a le tétranique rouge qu'on voit ici, bougez pas, j'ai ça ici. Bon, il me dit que c'est impossible. Est-ce que tu vois, toi, Gérald? Jacques, tu peux continuer avec tes diapositives. Oui, juste qu'on ne voit pas ta webcam, mais c'est pas grave. OK. Donc, on voit ici les œufs de tétranique rouge. Ils sont extrêmement petits. Ce sont des œufs d'hiver qu'on voit ici. Encore un peu plus rapprochés. Là. Ça mesure environ 0,15 mm. Le printemps, les œufs sont pondus sur les feuilles, mais les œufs d'hiver sont près des bourgeons, là, souvent dans les interstices là, pour se regrouper puis se protéger contre le froid, un peu qu'ils soient protégés. Ils sont légèrement plus gros. Souvent, en fin de saison, on va voir aussi si les tétraniques rouges sont très élevés, on va les voir aussi sur les fruits. Surtout sur la mouche là, de la pomme. Là. Donc ici, on a une larve. Il y a 3 stades immatures là, du ravageur.
Donc, on voit l'œuf de tétranique, puis on voit une larve ici, c'est-à-dire c'est le premier stade immature. Puis, autant pour les ravageurs que pour les prédateurs, le premier stade, la larve, a 3 paires de pattes seulement. Et tandis que les 2 autres stades immatures, la protonymphe et la deutonymphe, vont avoir 4 pattes comme l'adulte. Donc ici, c'est votre le tétranique rouge. On voit les 4 paires de pattes ici, là, de chaque côté. Il y a 5 à 8 générations par année, puis les femelles mesurent environ 0,35 mm, puis le mâle un peu plus petit. Je vous montre aussi les œufs de tétranique à 2 points, parce que vous allez voir tantôt, il peut y avoir une confusion de temps à autre avec les œufs de prédateurs. Le tétranique à 2 points, les œufs sont vraiment sphériques, ils sont ronds, c'est caractéristique, là. Ils sont translucides, puis ils mesurent environ 0,1 mm. Le tétranique à 2 points, qui est aussi un ravageur, qui est facile à identifier, là, que la plupart des gens arrivent à identifier facilement avec la loupe. Il mesure environ de 0,4 à 0,5 mm. Il varie du jaune au vert, mais les femelles hivernantes, là, que vous pouvez retrouver à l'automne ou au printemps très tôt, elles sont orangées, tirant sur le rouge. Donc, des fois, il peut y avoir mécarde là, sur, comme je disais, il y a les 3 stades immatures, autant pour les ravageurs que pour les prédateurs. La larve, toujours 3 paires de pattes, puis protonymphe, deutonymphe, qui sont le stade 2 et le stade 3, qui ont 4 paires de pattes. On connaît tous un peu les dommages causés par les acariens ravageurs. Une chose qui est assez importante à comprendre aussi, c'est que s'il y a une surcharge de fruits, puis un stress hydrique, ça va augmenter considérablement les dommages là, qui vont être causés par les acariens phytophages. Si vous avez une surcharge de fruits, puis qu'on a un été qui est très sec, vous n'avez pas de système d'irrigation, quand même que vous feriez plusieurs acaricides, vous allez avoir une récolte qui va avec des feuilles qui vont demeurer petits. Donc, il y a vraiment une combinaison de facteurs qui peuvent mener à des dommages, c'est-à-dire des dommages importants. Mais là, on parle de dommages économiques, c'est surtout le calibre des fruits là, qui va demeurer, excusez, qui va demeurer petit. Donc, on arrive au bon cas, les acariens prédateurs indigènes au sud du Québec. Donc, les phytocéidés, qui sont la famille des phytocéidés. Souvent, on va les appeler les phytocéides. Là, on n'utilisera pas le nom latin phytocéidés. Entre producteurs et dépisteurs, là, on parle toujours de la famille. Comme je vous disais ici, vous voyez les œufs qui peuvent, par mégarde, on peut penser que c'est des œufs de mythe à 2 points, mais les œufs de phytocéides sont toujours ovales, translucides, comme ceux de la mythe à 2 points, mais ils sont de forme ovale, puis ils ont à peu près la même grosseur, soit environ 0,1 mm. Ici, on voit le phytocéide adulte. Il mesure environ 0,35 mm, donc à peu près la longueur d'un tétranique rouge ou un tétranique à 2 points. Ils ont une forme de goutte d'eau, sont un peu transparents, puis on peut voir à l'intérieur différentes formes, selon de quoi ils vont se nourrir, là, de quelle paroi ils vont se nourrir. De temps à autre, on va voir comme un H ou d'autres, ou une marque. C'est comme marbré. C'est leurs intestins, là, si vous voulez, là, ce qu'on peut comparer aux intestins chez les mammifères.
Donc, selon ce qu'ils vont se nourrir, on peut voir là, du rouge ou du brun. Ils se déplacent très, très rapidement, donc beaucoup plus rapidement que leur proie. Donc, on voit ici des formes immatures. Ici, on a une larve. Ici aussi, je pense que c'est une larve. Il y a de l'air d'avoir juste 3 paires de pattes. Et une femelle adulte ici, qu'on voit là, qui sont en secteur où ce qui peut faire des dommages. C'est des œufs de tétranique à 2 points qu'on voit ici sur les feuilles. Les principales espèces de phytocéides qu'on retrouve, c'est au Québec, c'est Typhlodomus codeglans, Typhlodomus peri, puis Neoselius fallacis. Les noms changent là, régulièrement au fur et à mesure que les taxonomistes travaillent sur l'identification des espèces. Ça tend à changer de nom, là, mais codeglans, fallacis, puis peri, ça demeure. C'est plutôt le genre qui peut être modifié. Alors ici, on voit la prédation d'une nymphe de phytocéides là, sur un œuf de tétranique à 2 points. Puis ici, on voit un tétranique à 2 points. On voit là qu'il est comme, on appelle ça quiescent, c'est-à-dire probablement que c'est le troisième stade immature qui est en train de se transformer en forme mature, c'est-à-dire en adulte. À ce moment-là, il est peu mobile. Puis il prend une teinte là, qu'on appelle quiescente. Là. Donc, vous voyez même la larve de la première génération, pas de la première génération, mais la larve du premier stade immature là, va s'attaquer même déjà à des œufs. J'ai participé à un inventaire justement des acariens prédateurs dans les vergers du Québec au cours des années 2002, non, je m'excuse, de 1999 à 2001. Et les phytocéides qu'on a retrouvés les plus importants, je vais y revenir un petit peu plus tard. Alors, vous voyez ici la façon qu'il faut que les taxonomistes doivent identifier. C'est très complexe de faire la taxonomie, d'identifier. Donc, c'est pour ça, quand on parle de phytocéides, on s'arrête au genre. On ne va pas jusqu'à l'espèce, surtout pour dans le cas qui est utile pour nous, là, en verger pour le dépistage, on y va un phytocéide, c'est un phytocéide. Là, puis juste une petite parenthèse, parce que les choses changent. C'est ce qu'on faisait dans notre temps il y a plusieurs années. C'était de monter entre lame et lamelle. Là, c'est assez complexe. Ça doit être cuit à basse température, pour rendre les acariens transparents. Puis après ça, il y aura différentes clés taxonomiques qui fait qu'on peut les identifier. Maintenant, ben tout change. Fait que nous, dans le temps, on en prenait soin pas qu'ils soient abîmés. Puis pour faire les montages, aujourd'hui, ben on les écrase, puis on fait des tests PCR, puis c'est comme ça qu'on les identifie. Fait que c'est toute la taxonomie est en train de changer beaucoup. C'est pour ça aussi que le nom des genres change rapidement. Donc, les phytocéides qui ont été retrouvés le plus régulièrement, c'est Fallacis puis Typhlodomus codeglans. En premier lieu, ils sont en ordre, je m'en allais dire alphabétique, mais non. Ceux qu'on a retrouvés le plus sur les feuilles, c'est Typhlodomus codeglans et Amblisius fallacis. Mais il y a eu, vous voyez, toutes ces autres phytocéides qui ont été identifiés aussi, dont Amblisius finlandicus puis Typhlodomus conspicius qui ont été identifiés pour la première fois au Québec.
Après ça, là, un autre espèce, un autre genre, une autre famille, les stigmaidés. Donc, la famille, ce sont les stigmaidés. Le genre, c'est les Agistémus et l'espèce, c'est Flechneri. Souvent, les dépisteurs vont utiliser le nom Agistème ou Agistémus, qui est beaucoup différent autant par sa couleur que par sa morphologie là, des phytocyrines. Les œufs sont ronds, de couleur jaune, puis pas souvent, sont toujours collés au bout de la pilosité d'une feuille, des poils là, sous les feuilles du pommier. Ils mesurent moins de 0,1 mm. Ils sont toujours ronds, sphériques et jaunes. Ici, on voit un Agistémus, justement, un agistème, qui mesure, c'est à peu près la même longueur qu'un tétranique rouge, 0,35 mm de long. Ils ont 6 à 8 générations par année. Mes dernières études remontent à une vingtaine d'années avec les acariens prédateurs. Les étés étaient probablement un petit peu moins longs qu'ils sont. L'automne est prolongé souvent depuis quelques années à cause du réchauffement climatique. Donc, peut-être que le nombre de générations peut augmenter un peu d'une ou deux générations là, par année. Ce sont des espèces c'est une espèce qui se déplace très lentement, un peu comme un tétranique. Donc, vous voyez, la coloration est orangée, avec 2 points qui sont rouges, qui sont caractéristiques. Les pattes sont toujours jaunes. Et selon la nourriture, ben, ils vont se colorer un petit peu plus. Probablement que celui-ci se nourrissait beaucoup d'œufs de tétranique rouge. Là, on voit là, il est beaucoup plus rougeâtre. Il y a les anistidés. Alors, on voit une nymphe ici. Il y a 3 paires de pattes, c'est-à-dire pas une nymphe, mais bien une larve. Souvent, on va les anistidés, la famille des anistidés, on va l'identifier juste par le genre, qui est Anistis. On voit l'adulte ici. C'est un généraliste. Il est très vorace, beaucoup plus gros que les phytocyrines puis les stigmaidés. La larve mesure environ 0,2 mm, donc très, très petite, à peu près comme un petit peu plus petit qu'un tétranique rouge adulte. Mais l'adulte, la maturité, c'est 3 mm de long. Ces œufs sont pondus à la surface du sol ou peut-être quelquefois s'ils ont la chance d'aller un petit peu plus un peu en profondeur dans le sol de quelques millimètres, ils vont déposer une masse d'œufs là. Il ressemble à un araignée rouge. Souvent, vous pouvez, par mégarde, penser que c'est un araignée, mais c'est vraiment un acarien prédateur. Un araignée, l'abdomen puis le thorax sont séparés, tandis que l'acarien prédateur, l'acarien, lui, son thorax et son abdomen sont fusionnés en une forme. Ils se déplacent très rapidement, puis ça ressemble, comme je vous disais, à une petite araignée rouge. Les érythraïdés et les trombididés, qui ont le terme en anglais, velvet mite, c'est Balastium, puis souvent le genre Allothrombium. Ils sont beaucoup plus gros. Normalement, ils ont 2 générations par année, là, mais il y a très peu de travaux sur leur biologie qui ont été faits là, par le passé, qu'on peut retrouver. Mesure de 0,8 à 4 mm de long. Donc, vous voyez, c'est comme les anistidés, on peut les voir là, à l'œil nu, là, 4 mm. On parle de, pour ceux comme moi là, qui ont été à l'école et qui ont commencé avec le système anglais, puis le système métrique, mais c'est 3/8 de pouce, fait que c'est vraiment visible.
Et on peut, sont très robustes. C'est des généralistes aussi. On va les retrouver souvent en fin de saison, au mois d'août, lors de la deuxième génération, sur le feuillage, sur les branches. Puis, ils vont se nourrir beaucoup d'acaries ravageurs aussi. Puis, je les ai observés, ils sont très robustes, très rustiques. Même lorsque, à la fin mars, quand que le soleil est assez, même s'il fait -2, -3 degrés, et que le soleil a dégagé le tronc des pommiers, puis on peut les voir là, sur le sol ou à la base des pommiers, du côté du soleil, naturellement. Donc, fin mars, début avril, on les voit souvent dans la litière, sur la litière, ils vont émerger de la litière en grand nombre. On peut introduire des acariens prédateurs, comme Gérald vous a dit tantôt. Je fais partie d'un projet avec Gérald, le projet Vitrine, pour l'introduction des acariens prédateurs. Donc, on détermine à l'avance quelles espèces qui sont présentes sur le feuillage, puis le nombre. Fait qu'on y va avec un comptage là, que je fais en laboratoire là, pour être capable de quantifier là, le nombre d'acariens prédateurs pour les besoins du projet. Quelqu'un qui voudrait en faire dans son verger. Vous connaissez quelqu'un ça fait longtemps qu'il ne fait pas de traitement acaricide, qui a beaucoup d'acariens prédateurs. Vous n'avez pas à faire tous ces comptages-là. Ayez toujours recours à un dépisteur expérimenté, puis qui va être capable de vous aider là, dans le dépistage des acariens prédateurs, dans le but d'en faire un s'il y en a dans votre verger. Donc, qui va limiter vos traitements acaricides et même abandonner les traitements acaricides. Puis, ou si vous dirigez là, vers quelqu'un qui a un verger réservoir ou qui a des acariens prédateurs et que vous pourriez, soit par la taille d'été, puis un autre excellent moyen, on est en période de taille de pommier, le bois. Le bois de pommier qui est taillé, les branches sont au sol, ils vont être broyés. Il y a des acariens prédateurs. Les phytocéides et les stigmaïdés passent l'hiver sous les interstices sous la forme adulte et déjà fécondée. Donc, au printemps, si vous ramassez le bois et vous le transférez au cours du mois d'avril, ben à ce moment-là, pas trop tard en avril, parce que ça se peut s'il fait trop chaud, ils vont déjà commencer à se déplacer. Vous ramassez le bois, vous faites des ballots et vous les transférez dans votre verger et vous les introduisez comme ça, les ballots à côté de façon verticale sur les arbres, mais juste sur le tronc. Puis les acariens prédateurs, quand ils vont sortir de leur diapause, ben à ce moment-là, ils vont coloniser vos arbres. Donc ici, ça c'est juste un exemple là, dans le cadre du projet Vitrine, là, les comptages qu'on fait. Ça, c'est le nombre de formes mobiles par feuille. Donc, ça nous permet d'évaluer le nombre de prédateurs qu'on a transférés. Dans le verger où on a cueilli les acariens prédateurs de 2000 à 2018, il m'a donné sa liste de pesticides. Comme vous voyez, il y a beaucoup de pesticides qui sont en train de disparaître. Il y en a beaucoup qui ont disparu, il y en a encore d'autres qui vont disparaître, mais c'était ce qui était utilisé là, dans l'année. Puis ce producteur-là, ça fait 22 ans qu'il ne fait plus d'acaricide chimique. Donc, pour lui, les acariens ravageurs, ce n'est même plus une question ou une interrogation à chaque année. Le contrôle se fait par répression naturelle avec les acariens prédateurs.
Et ça, c'est les insecticides qu'il a utilisés au cours de ces années-là. Donc, les acariens prédateurs de son verger, parce que ça peut varier d'un verger à l'autre, ont acquis là, la résistance à ces insecticides-là. Donc, ça ici, c'est justement un exemple de transfert de taille d'été d'un verger réservoir à un verger qui est haute. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'acariens prédateurs. Donc, en conclusion, les acariens prédateurs doivent être protégés par l'emploi exclusivement d'insecticides et de fongicides qui ne sont pas toxiques pour leur population. Depuis une vingtaine d'années, ben, il y a eu beaucoup de nouvelles molécules, de nouveaux pesticides qui sont apparus sur le marché, d'autres qui ont disparu. Donc, il y a un urgent besoin là, pour justement la protection des acariens prédateurs. Pour les producteurs qui ont des populations d'acariens prédateurs dans leur verger, ben, on a un urgent besoin d'études scientifiques, de recherche là, pour étudier justement la toxicité des nouvelles molécules là, qui vont être utilisées en pomiculture. D'ailleurs, les normes européennes elles obligent les entreprises de l'agrochimie à étudier et étiqueter les contenants, là, les produits sur la toxicité là, envers les ennemis naturels. Et les autorités gouvernementales, les ministères, l'équivalent des ministères de l'Agriculture, ont toujours, pour la plupart, je parle de la France, l'Italie, la Suisse, l'Allemagne, ils ont des laboratoires qui suivent année après année les populations d'acariens prédateurs et les insectes utiles. Puis ils font des tests, eux aussi, pour confirmer la toxicité des produits. C'est extrêmement important, puis ça devrait être une norme qui devrait être obligatoire au Canada. Puis nos gouvernements devraient investir afin d'avoir des équipes qui suivent d'année en année la résistance ou la toxicité des acariens, des nouvelles molécules là, contre les acariens prédateurs. Si vous avez des questions, je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, Jacques. Oui, on aurait le temps pour prendre quelques questions. Alors, je vais regarder, il n'y a personne qui a levé sa main. Par contre, il y a quelques questions sur écrites. Je vais vous les lire. Je vais te les lire, Jacques. Il faut que je les retrouve. Où sont-elles? OK, alors, c'est quoi le meilleur instrument optique pour le dépistage ou la détection des acariens prédateurs? Est-ce que une loupe triplette, ça fait? Est-ce qu'il faut un grossissement? Quel grossissement il faut? On parle d'un grossissement minimum de 10x, de 10 fois. Je pense que c'est des loupes qui sont assez faciles à trouver. Là, si vous parlez avec les dépisteurs ou les gens du MAPAC. Je pense que maintenant, il y en a même jusqu'à 16x. Là, fait que c'est amplement suffisant pour dépister. Parce que c'est la même grosseur, environ le même volume que les acariens phytophages, donc le tétranéctose, tétranique à 2 points. Merci. Lise Gilbert demande, est-ce que les acariens prédateurs peuvent se trouver sur d'autres arbres fruitiers indigènes? Effectivement, oui. Effectivement, sur plusieurs autres arbres fruitiers, mais aussi sur partout où il y a des acariens ravageurs, il peut y avoir des acariens prédateurs. On peut en trouver, comme exemple, sur les pommiers sauvages. On en trouve dans tout le milieu, les environnements où il y a des framboisiers sauvages, des mûres. Souvent, on les retrouve là-dessus. Aussi, je travaille beaucoup, je fais beaucoup d'études de recherche en viticulture. Puis, ils sont présents sur la vigne aussi. C'est principalement Anestis baccharum qui est très utile en viticulture. D'ailleurs, on a réduit considérablement
l'utilisation d'insecticides. On est maintenant à un insecticide par année. Puis Anistis va se nourrir c'est un généraliste, il va s'attaquer beaucoup aux cicadelles, aux tétraniques qui sont présents. Ils vont s'attaquer aussi même aux œufs puis aux larves de premier stade de l'épidoptère. Merci. Et la dernière question que j'ai, c'est est-ce qu'il y a des insecticides, peut-être pas des acaricides, la question en plus, est-ce qu'il y a des acaricides biologiques, des produits biologiques qu'on peut utiliser pour combattre les espèces d'acariens nuisibles? Tu as parlé d'acaricides? Ben, la question, c'est quels sont les insecticides biologiques idéaux pour combattre les espèces nuisibles d'acariens? Je pense que la question, c'est la réponse. Les meilleurs du bio, c'est des prédateurs, là, mais peut-être que le sens de la question, c'est est-ce qu'il y a des produits aussi disponibles en bio? À ma connaissance, je suis pas un spécialiste des produits bio, en tout cas en acarologie, là, ce qu'il y aurait de nouveau peut-être sur le marché. Mais à ma connaissance, je pense pas qu'il y ait d'acaricides là, qui sont bio, là, qui sont vendus, qui sont reconnus puis homologués. J'aurais le goût d'ajouter que c'est parce que les problèmes d'acariens, c'est un problème qu'on n'a pas vraiment en production bio, parce qu'on a les prédateurs qui se développent et qui s'en occupent. Et évidemment, il faut éviter le soufre, là, parce que le soufre, c'est toxique aux prédateurs. Mais il n'y a pas juste ça qui est toxique aux prédateurs, il y a d'autres produits aussi. Mais comme tu disais, Jacques, il y a de la résistance qui se développe. C'est possible aussi d'en avoir des prédateurs dans toutes les exploitations. Ça dépend, dépend du développement de résistance. Oui, il y a d'autres questions qui se sont ajoutées. Je voudrais juste rajouter une chose là-dessus. Si on prend l'exemple de la Suisse, il y a dans la partie, parce que la Suisse, c'est comme il y a trois parties dans la Suisse. Il y a la Suisse francophone, il y a la Suisse italienne, puis il y a la Suisse allemande. Puis, du côté du Valais, qui est la partie française, on utilise le soufre dans la vigne, dans les productions fruitières. Puis, dans la partie italienne, c'est-à-dire dans le Tessin, on ne l'utilise pas parce qu'on dit qu'il n'y a pas de résistance. Nous, au Québec, ici, mon expérience, ça fait 20 ans qu'on utilise du soufre en viticulture pour combattre naturellement le blanc de la vigne. On l'utilise 3 fois par année. Puis c'est des anesthésies qui sont le plus présents. Puis on n'a pas de problème avec l'utilisation du soufre. Donc, comme Gérald l'a dit, la résistance se développe aussi là, au fil des années. Je vais te prendre une dernière question. Émilie Lacourcière demande est-ce que les huiles utilisées en début de saison sont nuisibles aux acariens prédateurs? Ils peuvent être nuisibles si ils sont faits trop tard. S'ils sont faits assez tôt, normalement, il n'y a pas de problème. Mais si on prend les œufs, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que les acariens prédateurs, ce sont des femelles adultes qui vont émerger au printemps. Ils vont pondre leurs œufs, puis après ça, eux vont disparaître. Leur cycle de vie est terminé. Donc, si vous faites un traitement qui est trop tardif, parce que déjà au pré-bouton rose, on voit déjà des œufs de phytocine et des œufs de stigmaidés, de Gystémus aussi. Donc, si vous faites en période pré-bouton rose ou un peu avant, probablement que là, vous allez détruire toutes les œufs de la génération qui auraient colonisé là, vos pommiers. D'accord, je remercie beaucoup, Jacques. Je peux rester avec nous? Oui, je vais rester avec nous. Il y aura peut-être d'autres questions à la fin. Moi, je vais enchaîner finalement avec la portion sur les insectes. J'espère que vous voyez ma présentation. Je pense que oui.
Donc, ben, c'est ça. Je vais utiliser pas mal de photos du genre, justement, dans ma présentation. Merci beaucoup. OK, d'accord. Alors, donc, il y a les bons gars, les mauvais garçons. Je ne vous dis pas lequel est lequel sur la photo que vous voyez en haut. Mais j'imagine si vous restez jusqu'à la fin de la présentation, vous allez peut-être deviner qui est le good guy, qui est le bad guy. Donc, en gros, c'est ça mon plan de présentation. On va parler des prédateurs de pucerons, des prédateurs de chenilles, des prédateurs d'acariens autres que les acariens prédateurs, hein, qu'on a vu avec Jean. Puis un petit mot sur les parasitoïdes, c'est pas des prédateurs, mais je voulais en parler quand même parce que c'est super important comme groupe d'insectes, ils sont très utiles. Les autres sont plus difficiles à voir, puis ils sont très difficiles à identifier, mais je veux quand même vous en parler. Donc, c'est ça. Il y a des mauvais garçons aussi. Parmi par exemple, les cécidomies, il y en a qui sont pas du tout utiles. Il y a des punaises qui sont pas utiles. Il y a des acariens, évidemment, qui sont pas utiles, vous le savez. Là, je l'ai mis en rouge, des mouches. Il y a des mouches qui sont pas utiles. Donc, je vais essayer aussi pendant la présentation de vous illustrer un petit peu comment distinguer quelques exemples de cas un peu difficiles. C'est souvent pas très difficile, par exemple. Faut le dire. Et je ne parle pas de tout, évidemment. Je parle de peut-être 50% de ce qui peut se trouver dans vos vergers et qui est utile. J'ai juste focusé sur ce qui est, encore une fois, plus commun, plus facile à reconnaître, plus utile. Donc, c'est quoi la différence finalement entre des prédateurs, des parasitoïdes puis des parasites? Parce que des fois, on entend dire ça, là, surtout les entomologistes, on va dire les parasitoïdes. Mais pourquoi on ne dit pas les parasites? Puis c'est quoi la différence avec des prédateurs? C'est quand même assez facile. Les prédateurs, ils vont s'attaquer de façon rapide, brutale, puis ils tuent leur proie. C'est comme ça. Hein? Ça, c'est une prédation. Parasitoïde, lui, ça va être une action plus lente, plus subtile, mais qui va aussi résulter dans la mort de l'espèce en question. Donc, le vrai parasite, qui n'est pas un parasitoïde, mais le vrai parasite ne tue pas. Il va aussi agir lentement, de façon subtile, mais il va comme j'ai marqué une action incapacitante, là, mais qui va nuire à l'espèce qui est parasitée, mais qui ne va pas la tuer. C'est pour ça qu'on dit des parasitoïdes. C'est ça qui nous intéresse justement comme producteurs puis comme chercheurs aussi. Bon, revenons aux prédateurs. Est-ce que les prédateurs, c'est utile? Oui, on le sait, mais c'est vraiment utile? Ça fait-tu vraiment une différence pour vous, les producteurs? Ben, je vous répondrai, c'est beaucoup plus utile souvent qu'on ne croit. Puis dans les vergers, c'est encore plus utile que dans les cultures annuelles parce qu'un verger, c'est comme là en permanence, puis tu peux développer dans l'intérieur de ton verger des populations année après année. Tu peux les augmenter, tes populations d'espèces utiles. Puis il y a une grosse diversité qui peut s'établir dans un verger. Ça, c'est un petit tableau qui résume en gros l'intérêt des espèces utiles dans les vergers du Québec, regroupées, simplifiées, là, selon les catégories que je vous ai dit tout à l'heure. Je pense que vous devez voir mon pointeur. À part les prédateurs de chenilles qui ont peut-être un intérêt moyen, tous les autres groupes, ben, ils ont un intérêt grand ou très grand. Là, parce que comme les prédateurs de pucerons, j'ai mis 4 étoiles. 4 étoiles, c'est que quand on protège correctement les prédateurs de pucerons du Québec, ça peut nous permettre de se passer de traitement contre les pucerons. En fait, ça nous permet de se passer de traitement contre les pucerons verts. Puis contre les autres pucerons, ça va diminuer beaucoup, beaucoup le besoin de traitement. Les prédateurs d'acariens, c'est la même chose. On en a parlé tout à l'heure. On peut se passer de traitement contre acaricides dans les vergers où on les protège finalement. Pour ce qui est des parasitoïdes aussi, là, à la toute fin, j'ai dit que la protection complète peut permettre de réduire le nombre de traitements. Selon les espèces, si on protège les prédateurs, on peut se retrouver avec un besoin de traiter moins. Et pour les parasites, ben, j'en ai parlé. Mais on va les passer comme ça, un par un en détail, ces groupes-là, puis je vais vous montrer les principaux représentants de chacun, comme les prédateurs de pucerons. Le premier représentant, celui qu'on voit le plus souvent aussi au Québec, dans les colonies de pucerons, c'est la cécidomie du puceron.
c'est un nom commun qu'on ne voit pas souvent, là, mais c'est son nom qu'on peut trouver le plus souvent pour le nommer. Petite mouche très discrète, que vous verrez probablement jamais. Par contre, dans les colonies de pucerons, vous allez voir ces petits asticots-là à travers les pucerons de couleur orange. Donc, elle est très efficace et surtout associée aux pucerons verts. On peut l'avoir tout l'été. Puis, comme je vous disais, normalement, quand on protège ce prédateur-là, ça va permettre de se passer d'afficide, de traitement contre les pucerons. Deuxième groupe, dans les prédateurs pucerons, c'est les cirques. Ce sont des mouches. Plusieurs espèces, ils ont différentes grosseurs. Il y en a des assez petites, il y en a des un peu plus grosses. Ils peuvent avoir l'apparence de guêpes, en passant, on peut les confondre assez facilement avec des guêpes. Pourtant, c'est assez. Si on les regarde au vol, là, ils font du vol stationnaire, donc ils vont faire un peu comme un hélicoptère, puis se déplacer à coup. Donc, ça, c'est à coup sûr, c'est pas des guêpes, évidemment. C'est des pollinisateurs, les mouches cirques, quand ils sont adultes, c'est pas des prédateurs, c'est des pollinisateurs. Par contre, les larves, les immatures, sont des prédateurs de pucerons. Puis, je pense que oui. Je vous ai mis un grossissement un peu sur une feuille. Donc, on peut voir aussi, à côté des asticots oranges, là, qui étaient les cécidomies, dans les colonies de pucerons, on peut voir ces asticots-là aussi. C'est des mouches aussi, à travers les colonies. Et celles-là, les cirques sont présentes, elles arrivent avant les cécidomies, donc ils arrivent tôt au printemps, peuvent être efficaces contre les colonies de pucerons roses, avant que les cécidomies du puceron arrivent. Troisième groupe de prédateurs de pucerons, c'est les punaises. Il y a toutes sortes de punaises prédatrices. Là. Il n'y a pas juste des punaises comme la punaise terne. Il y a des punaises prédatrices dans les vergers. Ce qui est intéressant avec les punaises prédatrices, c'est que et l'adulte et les immatures sont des prédateurs. Ils sont prédateurs toute leur vie. Malheureusement, ils peuvent aussi être phytophages. Ils peuvent aussi se nourrir de la plante, de la culture. Puis le cas le plus connu, c'est la punaise amolienne, qui ressemble, quand il est immature, là, il ressemble quand même à un puceron, on va dire, quand ils sont vraiment petits. Puis adulte, ben là, on voit qu'il ressemble vraiment à une punaise. Puis bon, ce qu'il faut retenir de la punaise d'Amolène, c'est que dès que vos fruits dépassent 10 mm de diamètre, il n'y a plus de possibilité de faire des dommages. Et quand les pommes sont plus petites que la piqûre, si ça donne à piquer les fruits, ils vont causer des petits pustules. Là. Mais dès que les fruits sont plus gros que 10 mm, il n'y a plus de danger de dommages sur les fruits. Fait que c'est important de les protéger à ce moment-là parce qu'ils se nourrissent de façon très efficace aussi des pucerons dans votre verger. Vous voyez ici un petit peu là, la photo en haut à droite, l'apparence sur une jeune feuille, comme quoi on pourrait, si on regarde rapidement, on pourrait penser que c'est des pucerons. Là. Donc, un petit test. Bon cop ou bad cop? Je vais montrer une guêpe, une cirfe, une larve de cécidomie prédatrice, une larve de cécidomie phytophage, nuisible. Alors, où sont... Ici, c'est la cécidomie du pommier, puis là, c'est la cécidomie du puceron. Malheureusement, on ne peut pas vraiment les distinguer à l'œil. Par contre, le truc facile, c'est la cécidomie du puceron. Elle va être là juste qu'il y a des pucerons. Puis la cécidomie du pommier, elle n'est pas là pour les pucerons. Donc, d'habitude, il n'y a pas de pucerons non plus à proximité. Il n'y a pas de cadavre de puceron. C'est comme ça qu'on peut voir qu'on est en présence d'un et pas de l'autre. C'est la présence des pucerons. Maintenant, au sujet des cirques, ça, c'est les guêpes. Ça, c'est la cirque. Ça, c'est la guêpe. Il y a plusieurs façons. Je vous ai parlé tout à l'heure du vol stationnaire, mais si on regarde comme il faut les photos, là, on voit qu'il y a des différences. Là. Les yeux de la cirque, c'est des yeux de mouche, qui sont plus gros. Les antennes de la guêpe sont plus longues. La fameuse taille de la guêpe qui est plus prononcée. Le nombre d'ailes aussi, on ne voit pas ici, là, mais la guêpe en a 4, 2 de chaque côté, puis la mouche, une cirque, une mouche, donc il y en a juste 2. C'est quand même peut-être pas si facile à voir quand ils sont vivants. Passons maintenant aux prédateurs de chenilles. Premier groupe très connu, les coccinelles, évidemment. Ils sont faciles à voir. Il y a quelques espèces dans les vergers. Je dirais qu'il y en a moins d'espèces qu'avant.
Parce qu'il y en a une espèce, une envahissante qui est arrivée il y a quoi, une quinzaine d'années, la coccinelle asiatique. Elle est envahissante, mais quand même utile pour les producteurs de pommes. C'est vraiment une prédatrice. Pardon. Comme vous pouvez voir sur la photo du haut. Les immatures aussi sont prédateurs. Comme c'est la photo du bas, des fois, on ne pense pas que ce sont des coccinelles quand on les voit dans le verger parce qu'ils ont vraiment une apparence pas de coccinelle, mais ils ont l'air un peu d'un petit alligator. Si peut vous aider à les identifier facilement. Une fois qu'on le sait, on peut être rassuré quand on voit ça, c'est des bons prédateurs, pas juste de chenilles, des prédateurs peut-être au stade immature, plus d'autres espèces comme des pucerons, toutes sortes de choses. En fait, c'est des prédateurs généralistes. Il y a aussi des punaises. Tantôt, on a parlé de punaises qui se nourrissent de pucerons, mais les plus grosses punaises dans les vergers se nourrissent aussi de chenilles, se nourrissent de tordeuses, par exemple. Donc, il y en a plusieurs espèces. J'en montre quelques-unes. Ici, en haut à droite, c'est une punaise pentatomide prédatrice. Ici, le nom commun, c'est la punaise soldat. Ici, il y a une autre punaise prédatrice qui est une punaise assassine. Le nom latin, c'est réduidée ou une rédue, mais le nom anglais, j'aime bien le traduire par punaise assassine parce que c'est quand même assez évocateur. Leur comportement, ils se nourrissent de à peu près n'importe quoi qui passe près d'eux. Puis ça, en haut, à gauche, c'est justement les œufs de cette punaise-là. Merci à Jacques pour m'avoir fourni ces belles photos-là. Donc, punaise soldat, punaise assassine. Il y a aussi la punaise translucide qu'on voit peut-être moins maintenant, mais qui est présente dans les vergers. Les punaises anthocorides sont des tout petites punaises qui sont présentes aussi dans les vergers du Québec. Puis, toutes ces punaises-là, en fait, vu qu'il y en a une variété, je dirais qu'à partir du bouton rose, on peut en trouver, mais c'est surtout en été qu'on en voit plus. Peuvent être parfois phytophages, comme je disais, bien que, bon, cette espèce-là ici, les punaises assassines sont exclusivement prédatrices. La punaise soldat est exclusivement prédatrice. Et la punaise anthocoriide aussi. Mais bon, il y a quelques espèces qui sont parfois phytophages, parfois prédatrices. Ça dépend de ce qui leur tombe pas sous la bouche, mais sous le proboscis. Enfin, un petit test. Je vous montre des punaises pentatomides que vous pouvez voir dans votre verger. C'est toutes les espèces qu'on peut trouver dans les vergers du Québec. Puis, dans le fond, regardez-les, puis essayez de vous prononcer sur lesquelles sont des espèces prédatrices, puis lesquelles sont des espèces phytophages. Je vais vous donner les réponses. Alors, ça, c'est la punaise brune, la plus commune des punaises pentatomides dans les vergers au Québec, est phytophage. Celle-là, c'est la punaise à 3 taches, occasionnellement rencontrée aussi. Elle peut ressembler à la punaise marbrée, là, dont on a peur, mais c'est pas la punaise marbrée. Beaucoup moins fréquente et elle est aussi un peu moins dommageable. Phytophage, évidemment. La punaise à 4 bosses, qu'on peut trouver aussi dans les vergers au Québec. Pas très commun, mais ça arrive. Phytophage. Ah, là, je vous montre, ces deux espèces suivantes sont les prédatrices. C'est les façons, le truc presque à coup sûr pour les distinguer, là, c'est la présence vraiment d'une épine vraiment pointue au niveau, on va dire, de l'épaule. Donc, vraiment pointu. Il faut que ce soit vraiment pointu. On a cette espèce prédatrice qu'on peut trouver dans les vergers du Québec. La punaise soldat. Vous l'avez peut-être reconnue tout à l'heure, je vous l'ai montré. Et celle-là, qui est une autre punaise prédatrice. Puis, c'est pas moi là, qui l'ai appelé ça, mais c'est la punaise Biden. Donc, ça vous donne pourquoi c'est qui bat le coup de cap là, dans le cas de cette punaise-là. Les acariens, les prédateurs d'acariens, évidemment, Jacques tout à l'heure vous a parlé des acariens prédateurs. Donc, c'est des acariens prédateurs d'acariens, mais il y a aussi des punaises qui se nourrissent d'acariens. Les coccinelles se nourrissent d'acariens, les chrysopes, les cirques. Donc, en fait, les acariens peuvent être dévorés par beaucoup de choses. J'en profite juste pour vous montrer les photos de chrysopes ici. C'est une autre espèce utile des vergers qu'on voit moins souvent, qui se nourrit surtout de pucerons, mais qui se nourrit aussi
d'acariens. Donc, si vous les voyez, vous allez savoir que c'est effectivement une espèce exclusivement prédatrice au stade larvaire comme au stade adulte. En terminant, un mot sur les parasitoïdes. Il y a plusieurs espèces, de plusieurs familles, c'est extrêmement varié. On peut dire des parasitoïdes, c'est que c'est souvent des spécialistes. Donc, ils vont s'attaquer soit à une seule espèce ou soit à quelques espèces rapprochées. Donc, une espèce de parasitoïde va s'attaquer, par exemple, à une famille, ou va s'attaquer des fois carrément à une seule espèce. Donc, ça va être ça leur unique régime. Puis, une autre caractéristique, c'est certaines sont très efficaces. Là. On parle de taux de parasitisme des fois de jusqu'à 90%. 60 à 90%, c'est assez commun pour certaines espèces. Là. Puis j'ai donné comme exemple un parasite de la tordeuse amande oblique, Actia interrupta, on a vu des taux de parasitisme allant jusqu'à 60%, je crois. Je pense que c'est 63% qu'on a vu de parasitisme par cette espèce-là dans des vergers à Saint-Bruno. Mon collègue Daniel Cormier qui a fait ces mesures-là. Tellement efficace que ça arrive qu'on introduit des parasitoïdes en provenance de d'autres régions du monde pour faire la lutte biologique puis pour le bénéfice des cultures. La punaise marbrée, par exemple, qui était introduite aux États-Unis il y a plusieurs années maintenant, il y a un parasitoïde qui, on va dire, qui a été introduit accidentellement aux États-Unis pour mais bon, les Américains avaient déjà prévu de l'introduire, elle s'est introduite toute seule. Donc, c'est très efficace pour réduire les populations de punaises marbrées. J'ai pas parlé beaucoup, je l'ai pas dit, mais là, j'en profite pour le dire. La Trollestes ansator, qui est un parasitoïde de l'Oprocane des pommes, a été introduit aussi au Québec par l'équipe de l'équipe de Charles Vincent et en collaboration avec Jacques. Donc, c'est un autre exemple de parasitoïde fort utile. On voit sur la photo que Jacques m'a fournie, là, à l'intérieur de l'arbre, on voit le petit parasitoïde en développement. Ça, c'est les photos de Actia interrupta. C'est une mouche taquinaire qui pourrait ressembler un peu à une mouche domestique, même un peu plus poilue. Puis, on voit les différents stades, incluant celui de la larve parasitée. Et Trisopticus japonicus, parasitoïde de la punaise marbrée, qui ressemble beaucoup à d'autres parasitoïdes. Comme je disais, c'est quand même difficile. Quand c'est les petites guêpes prédatrices comme ça, c'est quand même très difficile à identifier. Je vous en parle parce que c'est intéressant de savoir que c'est là. Ça travaille pour vous. Dernière partie de ma présentation, comment on fait pour protéger les prédateurs? Ben, 3 étapes simples. Premièrement, on dépiste pour savoir c'est quoi les espèces qu'on a chez nous. Pour ça, on s'équipe d'une loupe. Là, ça répond peut-être à la question tout à l'heure d'une personne qui assiste au webinaire, là, une loupe de ce style-là. Ensuite, quand on sait ce qu'on a, on va favoriser les pesticides qui sont moins toxiques. On va utiliser d'utiliser plus que nécessaire ou des doses plus fortes que nécessaire pour protéger ces espèces-là. Quand on a un choix de pesticides, c'est quand même une avenue, vraiment, c'est la principale avenue à prendre. C'est-à-dire, on a le choix de 2-3 pesticides contre notre ravageur, mais on va favoriser celui qui a une efficacité contre le ravageur, mais qui est moins toxique pour les espèces utiles qu'on a. Autre chose qu'il faut faire aussi, pour leur fournir le minimum nécessaire, ces espèces-là, pour qu'ils vivent. Habitat, nourriture. Habitat, ça veut dire, bon, souvent, ils ont une partie de leur cycle qui se déroule à l'extérieur du verger. Bon, ça peut être, par exemple, la verge d'or que vous voyez ici, en haut, dans mes photos. Ben, ça peut être un site, on va dire, d'hébergement pour certaines espèces. Puis, aussi de la nourriture dans le verger, c'est-à-dire que si vous voulez protéger vos prédateurs d'acariens, il faut maintenir un petit peu d'acariens dans le verger. Évidemment, on parle de maintenir des populations en dessous des seuils d'intervention, mais si le verger est toujours 100% exempt de toute trace d'acariens phytophages, c'est impossible que vous ayez évidemment
des prédateurs, c'est bien entendu. La photo en bas à droite, c'est une portion de la fiche PFI que si vous ne l'avez pas, je vous invite à vous procurer. Pour chacun des produits recommandés en pomiculture, vous avez des cotes de toxicité sur les différentes catégories d'espèces utiles. Les guêpes parasites que je parlais tout à l'heure, les punaises, les chrysoptes, les coccinelles, les cécidomies, vous voyez, sont à peu près toutes là. Puis on a inclus les abeilles aussi. Donc, ça vous permet, ça va vous aider beaucoup là, à faire vos choix de produits. Si on regarde un peu la fiche en plus gros, puis vous êtes chanceux, là, vous voyez un preview, là, une avant-première de la prochaine affiche qui va sortir dans quelques semaines. Vous voyez un peu comment c'est conçu. Dans la partie de droite de la fiche, vous avez le tableau ici avec les cotes. Puis, un petit peu. Si on reprend les deux principaux tableaux, celui sur les fongicides, celui sur les insecticides, vous voyez un peu comment c'est fait. La liste des produits, et puis les codes de toxicité. Puis vous avez aussi les codes d'efficacité contre les ravageurs. Je donne un exemple pour l'utilisation. Par exemple, vous avez la mouche de la pomme comme problème, vous savez que vous devez traiter. Puis vous avez des phytocéides, comme j'en parlais tout à l'heure. Vous voulez protéger vos phytocéides, avoir une efficacité contre la mouche de la pomme. L'idée, c'est de ne pas sauter sur le premier produit efficace que vous avez, mais d'aller regarder lesquels des produits efficaces contre la mouche de la pomme sont en même temps sécuritaires pour les phytocéides. Là, moi, j'ai descendu la liste ici, là, et quand je suis arrivé dans cette zone-là de la fiche, les phytocïdes, j'ai vu qu'il y avait des bonhommes sourires, donc c'était quand même très sécuritaire pour les phytocïdes. Et puis, au niveau de la cote d'efficacité contre la mouche de la pomme, on parle de 3 ou 4 pour ces trois produits-là, donc c'est de bon à excellent. Donc, vous voyez que ça correspond aux produits XRL, GF120 puis Unida. Donc, vous avez déjà trois possibilités de choix, trois choix intéressants pour protéger ces prédateurs-là. Ensuite, votre choix peut se porter sur, par exemple, la code PFI. On voit que GF120 est vraiment vert, donc il est probablement aussi plus sécuritaire pour la santé puis plus sécuritaire pour l'environnement en général. Mais vous avez toutes les infos de la fiche, en fait, pour vous aider là-dessus. C'est vraiment un outil important, je pense, pour vous aider à protéger vos prédateurs. Si vous voulez en savoir plus sur les prédateurs, sur aussi plein de choses sur la pomiculture, n'oubliez pas d'aller voir sur le site du réseau pommier. On l'appelle la plateforme PFI aussi, réseaupommier.irda.qc.ca. Entre autres, il y a une fiche qui vous montre la liste des espèces utiles dans les vergers. Donc, non seulement les espèces que je viens de vous parler, mais beaucoup d'autres aussi. Je pense que ça fait le tour, moi, de ma présentation. Je vous remercie beaucoup. Merci à tous ces gens-là. Merci aux gens qui ont fourni des photos. Puis, je vais fermer ma présentation. Puis, regarder s'il y a des questions. Questions. Oui. Je vais me lire moi-même les questions. Quelqu'un dit qu'il y a un problème de sa perte du pommier. Est-ce qu'il y a des prédateurs à privilégier ou des produits utilisés? Malheureusement, non. La sapette du pommier n'a pas beaucoup de prédateurs. On n'a pas des prédateurs qui ont un impact significatif. Là. Donc, c'est un problème quand même assez important pour les vergers qui développent des problèmes de sapette. Produits utilisés, là, ça sort peut-être un peu de ma compétence comme ça en direct. Ce qu'on recommande d'habitude, c'est une protection physique là, contre la sapette dans les vergers où on ne peut pas utiliser des produits de synthèse. C'est malheureusement des produits de synthèse qui, en fait, c'est le fait de maintenir votre verger exempt en général de ravageurs là, qui va vous aider à ne pas développer de problème de sapette. Par contre, mis à part ça, protection physique un peu, des troncs, mais des herbages, des choses comme ça. J'aimerais avoir une réponse plus intéressante à vous donner, mais j'en sais pas plus que ça. Ouais.
Verge d'or héberge quel prédateur, Sylvain? Sylvain, la verge d'or, je ne me rappelle plus quel prédateur précisément, mais est reconnu pour en attirer plus qu'une espèce. Donc, j'essaie de me rappeler si je n'avais pas. En fait, il faudra poser la question à Dr. Cormier, je ne sais pas s'il est là, pendant peut-être qu'il se prépare à répondre s'il est là, je vais répondre à la prochaine. Scarabée japonais, bon cop ou bad cop? Bad cop, bad cop. Scarabée japonais, si vous l'avez dans votre verger, vous allez voir que c'est un bad cop parce que il se nourrit du feuillage. Il va se nourrir peut-être aussi des fruits s'il y a beaucoup de scarabées. Là, puis à l'approche quand la maturité avance des fruits, il va vraiment aussi se nourrir des fruits. Ça, pour celui-là, je peux vous répondre à l'avance sur les produits utilisés. Là. Regardez la fiche PFI. Puis, en fait, la plupart des produits efficaces, en général, là, à large spectre, sont efficaces contre le scarabée japonais. C'est pas tellement difficile d'abaisser les populations. Vous pouvez choisir un produit qui va protéger vos prédateurs, puis ça devrait vous n'auriez pas de problème à vous débarrasser du scarabée. Malheureusement, ça fait des interventions chimiques de plus, là, mais quand les populations montent, c'est quelque chose qu'on n'a pas le choix de faire. Ensuite, installation de nichoirs avec un trou de vol qui permet la nidification du merle bleu et ou des rondelles bicolores. Est-ce que ça peut être très efficace? En fait, je pense que c'est pas une question, hein, je pense que c'est une affirmation. Moi, j'abonde dans votre sens. C'est-à-dire que c'est des prédateurs, ça aussi, hein, c'est des oiseaux qui se nourrissent insectivores. En plus d'être agréable, c'est efficace. Maintenant, je crois que je peux m'avancer en disant que ça va avoir un effet quand même moindre que les meilleures espèces prédatrices dont je vous ai parlé. Là. Alors, les prédateurs de pitons que je vous ai parlé, les prédateurs d'acariens, évidemment, ça, c'est ces prédateurs-là qu'on va viser à faire la lutte biologique. Par contre, pour les plus gros insectes, là, les hirondelles, les merles bleus peuvent avoir un certain effet aussi. Ouais. Bon, il y a des mains qui se sont levées. Et là, je vais prendre la seule question main levée que je vois, puis ça va conclure la présentation. Alors, M. Quérillon, vous pouvez activer votre micro si vous avez une question. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui. Est-ce que le BT qu'on utilise pour les tordeuses de bras d'épinette peut être utile en verger pour les papillons comme la TBO? Oui, le BT est aussi un produit recommandé dans les vergers du Québec. L'important ou la difficulté avec le BT, on va dire l'important avec le BT, c'est qu'il faut que le produit rejoigne la chenille pour qu'elle en mange. Et il faut que la chenille en mange avant qu'il soit dégradé par la lumière. Mais si on n'attend pas que les chenilles, par exemple, de TBO, soient complètement cachées dans leur niche, ou si on fait une application assez bonne, là, finalement, qui va faire en sorte que la chenille va se nourrir de BT avant de dégrader, ben, c'est très efficace. Donc, si on considère toutes les difficultés du BT, je dirais que c'est moyennement efficace, mais c'est que théoriquement, c'est très efficace. C'est juste qu'il faut arriver à ce que la chenille en mange avant qu'elle soit dégradée par la lumière. OK. Puis, pour la BTO, vous avez parlé de l'Actia interrupta. Est-ce qu'on peut avoir ce produit-là en marché? Non, ça, on l'a naturellement. En fait, la plupart des espèces que je vous ai parlé, on les a naturellement. En fait, ils sont toutes présentes naturellement. C'est souvent beaucoup moins cher de juste chercher à les protéger que d'essayer de s'en procurer. Si on s'en procure commercialement, ben ça peut coûter très cher, très vite. Puis ensuite, vous n'allez pas nécessairement les garder plus. Si vous ne faites pas une gestion des pesticides, vous allez les perdre pareil assez vite. OK. Merci. Ça fait plaisir. Oui. Alors, ça complète. Je remercie tout le monde.
de votre présence. Puis, on se donne rendez-vous pour ceux qui sont inscrits à notre prochain webinaire. Bon après-midi tout le monde.